Bienvenue dans ISM, un espace dédié à celles et ceux qui créent entre deux rives. Des artistes venus d'ailleurs ou nés ici de parents venus d'ailleurs. Des voix qui portent en elles plusieurs cultures, plusieurs langues et mémoires. Dans ce podcast, nous tendons l'oreille aux récits dont l'art est traversé par la migration, l'exil ou l'héritage. Qu'est-ce que cela change de créer quand on est pétri de deux mondes? Chaque épisode est une rencontre, une conversation intime où l'on questionne les racines, les influences, les doutes et les élans. Car l'art est rarement neutre. Il dit, raconte et invente. Ici, à la croisée des chemins, comme un isthme entre deux pays. Je suis ravie de recevoir dans ce nouvel épisode de podcast Nawel Benkraïm, artiste franco-tunisienne aux multiples talents. Nawel est née d'un père tunisien et d'une mère française. Arrivée en France à l'âge de 16 ans, elle débute sa carrière musicale dans le groupe Cyrus et puis se lance quelques années plus tard dans une carrière solo avec l'enregistrement de 2 EP et 4 albums dans lesquels elle combine habilement pop, rock, électro et sonorités orientales et maghrébines. Elle est également comédienne, actrice et, pour finir, poétesse avec la publication de 2 recueils de poésie aux éditions Bruno Doucet. Bienvenue Nawel, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup Assia. Avant de commencer cet échange, je voulais savoir comment tu allais là, tout de suite, là maintenant, pour débuter notre conversation. Comment tu vas ? Je suis un peu intimidée, toujours, par les podcasts, mais très bien accueillie. Donc je vais très bien. Merci d'ailleurs pour le petit gâteau, le petit café. Je t'en prie, avec plaisir. Donc dans cette série d'échanges que je propose, je pense mon invité, comme je te disais, lui ou son art comme un isthme. Donc c'est un bout de terre qui relie 2 pays. Dans ton cas, c'est un isthme entre la Tunisie et la France. Donc la Tunisie qui est ton pays natal, tu es née à Tunis, c'est bien ça ? En fait, non, je suis née à Grenoble. Ah, alors mais c'est pas très intéressant parce que j'y suis pas restée. Oui, je suis arrivée bébé à Tunis. Mais c'est une histoire en même temps qui est un motif dans ma vie parce que mon père essayait de faire une thèse en physique à Grenoble. Donc, il avait été envoyé de Tunisie. Et puis, en fait, il a pas pu continuer parce qu'il avait des problèmes d'asthme et que Grenoble est une cuvette. Oui, effectivement. Et étant moi-même asthmatique, c'est quelque chose qui peut avoir une portée aussi un peu symbolique comme ça, de l'empêchement ou de déviation. Mais en tout cas, du coup, ils sont retournés à Tunis plus tôt que prévu, là où ma dernière petite sœur est née. Du coup, l'aînée était née à Tunis, on est deux à être nés à Grenoble. Et puis, D'accord. Ah oui, c'est drôle, je pensais que tu étais née... ouais. C'est vrai que je le fais pas trop exister. Bon, là, on s'attarde. Oui. Mais oui, ça n'a pas trop de sens parce que j'y suis retournée quelques fois, mais j'ai aucun attachement ni familial, ni... je m'en rappelle pas. Oui. Mais c'est quand même Grenoble sur ma carte d'identité tunisienne. Et donc, tu as grandi à Tunis, toi. Et qu'est-ce que t'évoques Tunis quand le premier mot qui vient à ton esprit quand je dis Tunis ? Je dirais odeur, jasmin, odeur de certaines odeurs de cuisine aussi. Enfin, on a souvent les fenêtres ouvertes, donc c'est quelque chose dans les sens que je sens un peu de felfel comme ça, frit, monté, mélangé à peut-être du jasmin, des bruits d'oiseaux, l'eben, voilà, des sonorités qui sont propres à Tunis. Donc c'est vraiment les 5 sens qui sont... c'est sensoriel. C'est sensoriel, oui, tout à fait. Et comment était ton enfance là-bas ? Quel enfant étais-tu avant de devenir l'artiste d'aujourd'hui ? Je pense que j'étais très créative déjà parce que j'aimais jouer, mais jouer dans le sens faire des spectacles, du théâtre, imiter les chanteurs. Enfin, j'aimais ça. J'aimais aussi la peinture, j'aimais tout ce qui avait trait à l'imaginaire.
Et j'aimais aussi faire de la gym, enfin j'aimais bouger, voilà, j'aimais explorer. Mais j'étais aussi une enfant, je pense, assez anxieuse, souvent malade, euh, qui n'arrivait pas trop à dormir. Voilà, il y avait un peu ces deux trucs. D'accord. Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu commençais vraiment à expérimenter l'art par le théâtre, c'est ça? C'est ça. Enfant, en tout cas, dans le cadre d'un groupe et avec un professeur, ça a été le théâtre. Parce que le reste, je faisais, et j'ai toujours un peu tout essayé. Mhm. Voilà, et j'ai appris à jongler. Enfin, voilà, il y a plein de trucs que j'ai explorés un peu toute seule comme ça. Le cirque, un Mais, peu. enfin, en tout cas, j'étais attirée par tout ce qui était un peu waouh, qui crée de la joie, de la magie. Spectacle vivant, un peu. Ouais, spectacle vivant Mm. plutôt. Et par contre, ouais, le premier cours, c'était un cours dans l'enfance de théâtre. Et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué et ça a ponctué, rythmé toute mon enfance et adolescence parce que c'était du coup, comme le principe des ateliers, un rendez-vous régulier avec une pratique et des professeurs rigoureux en plus qui exploraient déjà l'entre-deux langues, l'entre-deux mondes. Justement, j'allais te poser la question, c'était des textes en arabe ou en Les français? deux. C'était comme un peu, ça se passe souvent à Tunis, Mm. comme j'ai grandi quoi, avec le dialecte tunisien et le français. Donc notre matière pour jouer dans ces ateliers, c'était le français et l'arabe. D'accord. Ouais. Ok, avec des spectacles de fin d'année à chaque fois. Exactement, dans lesquels je mettais beaucoup d'importance et d'enjeux. Mhm. Et... Ah, c'est chouette, oui. Ouais, ouais. Et la musique, c'était à ce moment-là également ou pas? C'était présent autour parce que, par exemple, dans l'enfance, il y avait une petite chorale dans mon quartier. Après, j'avais déjà une voix avec une baha. Je me souviens que, alors, j'imagine que c'était pas non plus de la mesquinerie à dire ah là là là, mais le fait qu'on me l'ait fait remarquer, ça m'avait un peu bloqué. Donc moi, je n'osais pas trop chanter dans cette chorale parce que Ah oui. voilà. Puis après, quand un peu plus tard, je me suis mise à la guitare, à l'adolescence plutôt. Moi, je faisais souvent les voix d'hommes et ma sœur, elle faisait les jolies voix. Enfin, ce que je me disais qui était joli. Enfin, tu vois, il y avait un truc pas forcément. Donc, Assumé encore. pas du tout assumé au niveau de la Mm. voix. Donc non, mon monde, c'était plus le théâtre. Et l'idée, c'était, en tout cas, ce qui me touchait le plus dans le théâtre, c'était le fait de pouvoir aller aussi loin dans les émotions et que toutes les émotions étaient autorisées. Oui. Et même plutôt valorisées, en fait. C'est beau, un personnage très en colère, un personnage très triste. Enfin, on crée du contraste, etc. Et puis, du coup, j'avais l'impression que c'était un terrain de jeu pour ma sensibilité que j'avais pas forcément le droit à la maison parce que faut pas faire des crises, faut pas, enfin, c'est comme ça qu'on Ouais. éduque un enfant. Et donc c'était un espace qui me convenait bien. Et après, je pense que quand j'ai commencé vraiment la musique, c'était toujours dans une idée d'interpréter quand même aussi vraiment. Enfin, ça a plutôt été dans l'idée de faire passer des émotions avec des intentions assumées, ou alors soit de la pensée, soit de l'émotion, mais en tout cas plus ça que de chercher vraiment la justesse, etc. Comme si, en fait, le vocabulaire musical, il est au service de l'émotion. Ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, quand j'ai découvert la figure de Rachid Taha, par exemple, ça m'a beaucoup touchée. Ou même Sheikh Halimiti, d'ailleurs, pour citer deux personnes sur lesquelles je travaille au jour d'aujourd'hui dans leur pas et dans leur héritage et répertoire. C'est vrai que il y a ce truc où on a l'impression que le patrimoine est l'occasion de s'exprimer, de faire passer des messages, de faire passer une certaine poésie. Et voilà, j'avais l'impression que ça, c'était un peu en marge par rapport à... En Tunisie, on écoute beaucoup Nancy Ajram, il y a toute une variété sharqi, orientale. Ouais. Et puis même dans les grandes voix tunisiennes, c'est souvent des voix un peu plus aiguës, avec une forme de perfection et pas forcément chercher l'émotion. Même si ça, encore une fois, je trouve ça super riche dans le vocabulaire musical. Mais voilà, en tout cas, moi, dans ma démarche, je pense que l'émotion est plus importante que tout. Oui, je comprends du coup, oui. Mais quand on est adolescent, on assume encore pas très très bien, on va dire, ces particularités qui deviennent une force plus tard, finalement. Et par rapport au théâtre, je vois... Donc, oui, pour toi, c'était un lieu d'expression de soi, comme tu disais. Je trouve ça joli ce que tu décrivais, en fait, finalement, par rapport à la maison où on est un peu contenu, où on n'arrive pas forcément
à lâcher. C'était un espace où tu pouvais lâcher Ouais, tout à fait. toute l'énergie, quoi. Oui, l'énergie, et puis aussi dire ce qu'on n'arrive pas à dire dans ma génération. Mes parents, c'était déjà bien qu'ils nous amènent là où on en était. Eux, il y a eu une trajectoire pour eux deux, qui venait d'un milieu social où c'était déjà énorme de nous amener avec un truc où on manque pas du minimum, où on arrive à la classe moyenne, où on est inscrite à des activités. Mais ils n'avaient pas non plus l'espace de dire alors ma chérie, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Écoute, oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes modes éducatifs en fait. C'est ça. C'est un peu la pyramide de Maslow avec les besoins. Ouais, voilà, la hiérarchie des besoins. Et nous, on en est peut-être à avoir d'autres espaces qui se sont ouverts, mais parce que le socle. Moi, j'ai pas eu faim dans mon enfance. Eux avaient eu faim dans leurs enfances respectives. Donc Exactement. Oui, on sent qu'en tout cas, tu as réfléchi sur ce sujet, sur pour ton pardonner héritage. aussi certaines choses. Oui, tout à fait. Mais en plus, quand on devient parent soi-même, on repense à notre enfance et à comment on a... quels parents, comment nos parents étaient avec nous, tout ça, effectivement. Et avec peut-être plus d'indulgence, mais tout en étant assez précis sur ce qui est important pour les enfants, mais en sachant qu'aussi des fois avec les cartes qu'ils ont, on les voit plus comme des vraies personnes en fait, avec des cartes qui étaient des fois difficiles. Ouais. Et quand des humains, enfant, avec nos fragilités. Pas des super-héros. Ouais. Et puis après, tu es arrivée en France vers l'âge de 16 ans. Ouais. C'est ça, donc tu n'avais pas encore fini le lycée en Tunisie. Ouais. Pour arriver à Toulouse. Alors, c'est pas Grenoble, Toulouse. Ouais, c'est ça. Comment tu as vécu ce départ, émotionnellement, comme on parlait des émotions Est-ce que tu étais très nostalgique? C'était un vrai aller-retour émotionnel. Alors, je me souviens quand on a pris le bateau, mes sœurs, notamment celle juste après moi, parce que Inès, elle avait fini un cycle, elle avait eu son bac en Tunisie. Mais moi et Yasmine et moi, ma sœur juste après moi et moi, parce que l'autre elle était encore petite pour prendre la mesure du déménagement, on était en collège-lycée. Et je me souviens qu'elle était vraiment triste. Et moi, il y avait un endroit de moi, même si je quittais des amitiés, tout un truc et tout, qui était plutôt dans une vibe adolescente de ouais, la France, ça va être les garçons en skate, les cœurs à vif un peu. Enfin, j'imaginais un truc. L'aventure. C'est ça. Et alors, d'abord, il y a eu un truc, ah ouais, c'est vrai, ça ressemble, parce qu'en fait, moi, j'étais déjà venue en France, mais vraiment dans la campagne française. Et donc, c'est aussi une forme de entre-deux, parce que socialement, la France, ça peut être très différent quand on est à 50 km de Toulouse ou à Toulouse. Oui. Et en l'occurrence, moi, ma grosse figure affective qui me relie à la France, c'est une grand-mère que j'adore. Mais qui a un accent occitan, même chez elle, elle était, après, elle a vécu longtemps avec quelqu'un un paysan donc c'était un milieu rural avec des gros accents qui parlent comme ça, et c'était pas du tout après. Donc Toulouse, c'était pour le coup un peu plus art les cœurs à vif. Donc ça, c'était plutôt bonne surprise. Mais sauf qu'en fait après. J'ai eu un petit accident de parcours au sens propre et figuré. On est retourné en Tunisie pour finaliser le déménagement, et j'ai eu un accident de voiture qui m'a fait vivre cette première année en France un peu autrement, parce que du coup, je me suis retrouvée dans une situation très empêchée pendant plusieurs mois, avec beaucoup de rééducation, beaucoup de fractures. J'avais eu très peur aussi. Et un peu défiguré, plein de petits trucs qui à l'adolescence sont pas non plus simples. Mais après, je pense que c'est quelque chose dont j'ai assez peu parlé, mais je pense que là j'avais vraiment assez de recul pour me rendre compte que, en fait, ça a été aussi quelque chose qui dans mon parcours artistique a été important, parce que je pense que c'est rare qu'à 16 ans on prenne la mesure aussi de la fragilité de la vie. Et même si je le théorisais pas du tout, que j'étais pas forcément bien accompagnée pour le coup pour digérer ce que je venais de vivre, il y a eu instinctivement quelque chose d'un peu maintenant je vais faire ce que je veux faire, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour l'urgence de vivre. Ouais, il y a eu un truc comme ça. Et du coup, qui m'a un peu décalée aussi du coup de ce qui se passait dans ma famille, où tout le monde était en train de prendre des repères. Du coup, moi déjà Toulouse, ça y est, je voulais plus en entendre parler, parce que pour moi je l'associais que à... D'accord. Et du coup,
je me suis un peu confiée à une prof de français en terminale, du coup l'année où j'ai pu un peu reprendre, parce que même mon bac de français, je l'ai passé avec un tiers-temps. Enfin, j'étais encore trop fragilisée pour écrire, etc. Et après, cette prof de français, un peu touchée parce qu'il m'était arrivé et tout, elle m'a aidée à monter un dossier pour aller à Paris et vraiment en m'aidant à trouver la totale pour que mes parents acceptent la chambre en foyer universitaire, la place dans une prépa mieux que ce qu'il y avait à Toulouse, la bourse, voilà, pour que mes parents disent oui, parce qu'après tout, ils étaient venus en France aussi pour nous, il n'y avait aucune raison que je parte de Toulouse, quoi. Mais bon, l'entrée, même pour eux, professionnellement, c'était pas du tout facile. Tout le monde était un peu occupé à essayer de s'y retrouver. Donc moi, avec ce qui m'était arrivé, je pense que c'était un peu le truc qui les encombrait plus qu'autre chose, même si voilà, c'est comme ça. Il y avait pas, c'était pas le bon timing, quoi. Ouais. Et du coup, pour toi, de monter à Paris, ça allait un renouveau. Hartley. Je cherchais Hartley. Et où sont ces parcs de skate avec une vie légère et du rock en fond? Alors, as-tu trouvé Hartley en arrivant à Paris ou... Franchement, pas du tout. J'ai trouvé la Hesse. Parce que ce foyer, là, rue d'Aviel, à l'époque, c'était un foyer, en fait, jeunes travailleurs. Sur un étage de 13 personnes, il y avait une douche et demie parce que la deuxième, elle n'avait pas la porte qui fermait. Enfin, franchement, c'était l'aventure. Et puis en plus, à côté de ça, j'étais en Hippocagne dans un truc où tout le monde était bien douché, mignon. Et toi, t'étais l'aventurière. En tout cas, ouais, ça allait pas. Franchement, les conditions où je travaillais, où j'étais censée réviser les 20 pavés qu'ils nous donnaient. Franchement, c'était vraiment décalé. Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu as choisi d'aller, plus vers l'art, vers la musique. Oui, mais de toute façon, en vrai, dans mon projet, grâce à cette professeure de français que je remercie, Madame Denac, si tu m'entends. Et si vous m'entendez, vous voyez. Non, mais en tout cas, le projet de façon de partir à Paris, c'était aussi qu'il y avait cette vibration artistique que je sentais pas forcément prise au sérieux au même endroit par ma famille, et puis qui, moi, de toute façon, devenait de plus en plus importante aussi parce que, en fait, finalement, tout ça avait pas été si bien vécu et que j'avais encore plus besoin que jamais de t'exprimer, d'espace où dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, et de dire c'est génial, dans un personnage de théâtre, on peut hurler que ça va pas, et donc. Donc voilà, c'était un peu le prétexte. Puis de toute façon, en Hippocagne, j'ai assez vite senti que c'était trop théorique. Enfin, il y avait certes une option théâtre. Ce qui était génial, c'est qu'on allait voir des spectacles géniaux. Ça, c'était un truc génial. Donc je pense que j'ai j'ai aiguisé mon œil, on va dire, parce qu'on allait à la MC 93, voilà, à la Maison de la Poésie, je sais plus. Oui, tu nourrissais un peu ta curiosité. C'était hyper intéressant là-dessus. Mais après, le truc, c'était de faire des explications de ce qu'on avait vu. Enfin, c'était pas assez... il y avait un peu de pratique, mais pas assez par rapport à ce dont j'avais besoin. Et en fait, du coup, j'ai commencé à poser des petites annonces. D'abord, je me suis inscrite au conservatoire d'arrondissement. Je les ai tous eus à Paris. J'avais vraiment l'embarras du choix. Donc, c'est pour dire que la formation de Tunis, elle m'avait quand même... Parce que finalement, c'était là que j'avais vraiment appris. À jouer de la guitare? Non, du théâtre, pardon. Au conservatoire de théâtre. Okay. Et guitare, oui, c'est vrai que j'en faisais depuis l'adolescence à Tunis, mais c'était pas aussi encadré. Et là, ça a pris un peu plus de place parce que du coup, pour le coup, les conservatoires où je me suis inscrite en parallèle de la prépa, déjà, je pense que ça faisait un peu beaucoup. Puis ça rejouait un truc d'un groupe avec lequel je me sentais un peu décalée. Voilà, il y avait un truc, je pense, surtout de sentiment j'arrivais pas à trouver de groupe. Et moi, ce qui était génial dans mon club théâtre en Tunisie, c'était le groupe, c'était le collectif, c'était les potes à la vie, à la mort, c'était on donne tout pour cette activité-là. Ça avait énormément de sens. Et là, prendre des pièces, des scènes, ça fonctionnait comme ça pour aller faire des auditions à la fin de l'année pour les conservatoires nationaux. Enfin, franchement, j'arrivais pas à m'y retrouver. Tout était trop scolaire. C'était peut-être pas du tout ta voix. Et en fait, du coup, comme j'avais quand même ce truc de la guitare, avec mes sœurs, on chantait, etc. J'ai posé des annonces, je cherche musiciens, et je l'ai posé comme ça, donc toujours avec ce truc, la France, c'est Hartley cœur à vif. Donc, je veux dire, c'est pas un truc qui se fait tant que ça, mais j'avais accroché réellement à Pigalle, vu que j'avais repéré que c'était le quartier des musiciens. Des musiciens, oui. Et à Pigalle, j'avais retiré aussi un
pareil, des gens qui m'étaient cherche chanteuse. Et c'est comme ça que j'ai monté mon premier groupe Cyrus. D'accord. Tu peux du coup nous parler un peu de ton expérience dans la musique, comment t'es arrivée du coup à tes projets actuels, un peu, voilà, pour ceux qui te connaissent pas. Donc ça a commencé avec Cyrus. Ça a commencé avec ce groupe Cyrus. Et donc, il est disponible, le premier album, il est sorti en 2008 ou 2009. Et si vous l'écoutez, il y a 2009. 2009. Voilà. Voilà, le groupe devait dater de 2007. Et assez vite, finalement, on a eu quand même... parce qu'il était en Fnac, etc. Enfin, on a quand même été assez vite repéré par une maison de disques qui avait un peu la chance du débutant. Et un peu aussi le fait que c'était original, je pense, quelqu'un de si jeune, qui a même pas 20 ans, qui chante en français et en arabe, qui fait du parler-chanter. Enfin, il y avait une âme, et puis les musiciens aussi avaient une formation guitare, bouzouki, violon, violoncelle. Et c'était un truc vraiment, et percussion. C'était un truc très organique. On était... pour le coup, là, j'ai retrouvé cette fameuse énergie de bande qui a la nécessité de se retrouver 2-3 fois par semaine. Pour travailler ensemble et parfaire et voilà cette passion en fait et du coup et cette énergie de groupe et ça a été du coup ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans le milieu de la musique puisque on a trouvé un manager qui avait nos âges et qui était aussi motivé que nous et qui du coup a démarché, nous a inscrit à un concours que j'ai eu, le prix RFI RMC qui était décerné à la bibliothèque d'Alexandrie, donc premier gros voyage pour la musique. Et c'est quand j'ai eu ce prix-là qu'on m'a proposé de passer le concours pour l'audition, pour intégrer le groupe Orange Blossom. Et là, ça a été la première fois que j'ai eu mon intermittence et que j'ai vraiment compris comment était structuré aussi le milieu de la musique avec ces réseaux différents, ces tourneurs, cette possibilité d'en vivre via intermittence, toutes ces choses-là dont j'avais jamais entendu parler dans mon enfance ou mon adolescence, quoi. Et finalement, en fait, en t'écoutant, je me dis que tu t'es quand même pas mal écouté au final. Tu as écouté un peu cette envie d'aller dire des choses, que ce soit par le théâtre ou par la musique. Ouais. Donc tu t'es finalement écouté. Oui, c'est comme si j'avais la voix et les mots qui m'ont tracé mon chemin, en fait, Ouais, il y avait quelque chose qui me devance, en fait, qui devançait mes peurs, qui devançait ce qu'on me disait de faire. Et après, tu as été un peu plus vers des projets en solo. C'est ça. Où tu écrivais toi-même. C'est ça. Parce qu'Orange Blossom, c'était plus... Oui, presque interprète, en fait. Voilà. C'était vraiment ça. Et après, effectivement, c'est là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, que même si j'adorais l'énergie de la musique qui a cette... possibilité de réunir tellement de monde. Vraiment, ce mot énergie, il est juste en festival. On dialogue avec les gens presque plus à l'énergie dans les grosses scènes que eux m'ont donné l'opportunité de goûter. Donc ça, j'aimais beaucoup ça, mais c'est vrai qu'il me manquait le fait de dire ce que j'avais à dire, quoi. Et de créer, quoi. C'est ça. Et d'écrire aussi. D'écrire, ouais. Du coup, ce qui après aussi a déclenché aussi peut-être l'expérience de la poésie, ou c'était en parallèle, c'est ça, tu m'avais dit moi, la poésie, je dirais que c'est quand même parallèle depuis le début. Parce qu'en fait, dans toute cette période, même la période empêchée physiquement, il y avait toujours des carnets et des carnets qui commencent par une forme de journal intime, et après un plaisir de retravailler, un début de quelque chose un peu précis qui explique mon état. Enfin, j'en retrouve des carnets et après, ça part en poésie. D'accord. Oui, finalement, l'écriture guérit, que ça apaise, que ça... Ouais, moi je pense vraiment. C'était pour toi... ça m'a toujours accompagnée. Dans des moments difficiles. Ouais. D'abord pour moi et puis après pour essayer de communiquer avec les autres, les choses qu'on n'arrive pas à trouver... les choses qu'on n'arrive pas à mettre dans un espace, en fait. Oui. Et puis, c'est le langage de l'âme, finalement. La musique, la poésie, tout ça, toute l'expression artistique. Et du coup, justement, ça m'amène un peu au cœur du podcast, qui est, pour moi, la question un peu centrale de ma démarche. Où je questionne le processus créatif, et surtout quand il est pétri comme ça entre deux cultures. Comment se déclenche chez toi l'acte de création? Est-ce que c'est différent quand c'est de la poésie, de la chanson ou de la mélodie? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est une impulsion dont on ne peut pas trop... C'est très bien dit, ouais. L'écriture, je pense que c'est assez pulsionnel. C'est vraiment comme s'il y avait un trop-plein qui sort et qui trouve cette forme-là pour
pour s'exprimer, pour se libérer. Et la mélodie, c'est plus quand j'ai de l'espace pour. Alors, ça peut venir aussi un peu spontanément, et puis après, je peux l'enregistrer dans mon téléphone ou quoi. Mais par exemple, une résidence, comme j'ai pu le faire récemment là, pour mon prochain album, à Neba, bah, ça, c'était un espace propice parce qu'on a le temps, etc. Alors que pour l'écriture, j'ai l'impression que les espaces propices, comme se poser dans un espace pour écrire, ça va être pour de la réécriture. Mais que le premier jet, il peut venir dans des endroits très empêchés. Oui, Voilà. c'est sur l'instant présent, quoi. Ouais. Et dans la chanson, enfin dans tes chansons, qu'est-ce qui vient au tout début? C'est la mélodie ou le texte? Ou ça dépend? Je pense que je dirais que plus souvent, c'est le texte. Mais il y a quand même des fois où, justement, j'avais l'espace pour et j'avais plein de mélodies de côté. Après, j'ai essayé à faire se rencontrer les deux langages, donc à faire entrer un texte et après, quitte à le couper, à le retravailler, à le mettre au service de la mélodie. Mais c'est un peu comme si c'était, encore une fois, un entre-deux, mais comme si c'était vraiment deux langages. Par exemple, c'est comme si je te disais, bah, là, on converse en français. Bah, si je conversais en arabe ou en tunisien, ce serait autre chose. Bah, si je me mets à m'exprimer en musique, bah, ça peut être que mélodique. Et après, le moment du texte, ce sera autre chose. Et si je suis que dans un rapport aux mots, bah, ce sera vraiment cette expression-là. Mais quand j'écris des chansons, je fais se rencontrer ces deux langages. Mais je peux m'éclater à être que dans ce qu'ils appelleraient, par exemple, dans le hip-hop, la top line ou ce qu'on appelle la mélodie. Mais en tout cas, je peux être que que chanteuse. Tu vois, d'ailleurs, il y a pas mal de projets que je fais en ce moment, bah, comme l'hommage à Cheikh Halimiti et les héritières ou l'hommage à Rachid Taha, où je suis chanteuse, où j'ai un plaisir à reprendre leurs chansons qui sont en plus des chansons du patrimoine. Donc voilà, il y a vraiment. Je pense que j'aime la mélodie et j'aime les mots. C'est juste que c'est peut-être plus fréquent les mots parce que c'est silencieux, donc ça peut arriver n'importe quand. Et j'ai eu énormément de carnets dans ma vie. Après, c'est vrai que le téléphone a pris un peu le relais sur les notes. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce truc, j'ai l'impression, qui peut être, tu sais, comme un prolongement de son corps. Et personne ne le capte trop. Enfin, dans un métro, dans un recoin, on peut écrire pendant qu'on est en train de regarder un spectacle, entre deux conversations. Enfin, alors que bah, forcément, la musique, ça fait du bruit, ça prend de la place. Et ça, j'ai bien exploré la différence aussi avec ma maternité, puisque j'ai eu 2 enfants assez rapprochés en âge, et que du coup, quand ils sont petits, bah, faut pas faire trop de place. Enfin, c'est eux qui rythment un peu nos... Et donc bah, là, j'ai plus écrit que pris ma guitare, parce que si je prenais la guitare, bah, j'en avais un sur l'épaule, un machin qui me demandait de chanter les crocodiles, et c'était parti. Oui, du coup, c'était plus simple, mais en même temps... Ouais. D'accord. Ton moment aussi à toi, aussi, Ouais, peut-être. pour trouver ma bulle, quoi. Ouais. Et est-ce que, consciemment ou inconsciemment, ton art ou tes créations s'inspirent des deux cultures, ou tu te poses même pas ce type de questions? Pour toi, en fait, c'est en toi et ça sort comme ça. Oui, je pense que c'est vraiment en moi et ça sort comme ça. Mais que oui, j'ai un peu de recul sur ça. Et oui, je pourrais te décortiquer, tu vois, qu'est-ce qui vient d'où. Mais que globalement, que ce soit, ah bah ça vient plutôt du territoire, de là où j'allais plutôt dans l'environnement familial, du côté de mon père, donc le sud de la Tunisie, le côté bedoui qui va ressembler un peu à ce qui, par exemple, même au chant à l'époque où elle était dans le Raïrout de Cheikh Halimiti, un peu bedoui, quoi, en tout cas, Gallel, voilà. Bah ça, je veux dire, ah, oui, ça vient de là. Ah, le côté grunge, ça vient plus de l'adolescence. Nanana. Mais au final, il y a toujours ce truc de ce qui me touche, c'est ce qui est fait d'une certaine sincérité et d'une émotion avant tout, quoi. Oui, c'est l'émotion qui déclenche, et puis après, tu peux reconnaître d'où ça vient. Ouais, c'est ça. La source de l'émotion. Ouais. Ou bien la teinture, quoi, de l'émotion. Si elle est teintée plus par la Tunisie ou plus par ce que tu as vécu ici. Et même dans la Tunisie, et même ici, il y a des entre-deux-mondes. Parce que entre ma vie à Tunis et ma vie chez mes grands-parents, qui étaient 2 vies très, très importantes pour moi, bah, c'est 2 langages, 2 espaces sons. Et puis d'ailleurs... ça se rencontrait à des moments, par exemple, parce que comme nous, on était les seuls à vivre... mon père de sa fratrie, c'est le seul qui vivait à Tunis. Bah, il y a pas mal de mes cousins et cousines qui sont venus faire un passage à Tunis et qui habitaient avec nous. Donc là, ça se rencontrait. Mais c'était quand même des mondes assez lointains. Et la première personne de mon monde que j'ai ramenée dans le sud, c'était mon mari. J'avais jamais amené d'amis.
Mais moi, j'aurais peut-être souhaité, mais je sentais qu'aussi c'était difficile, même pour mon père, de mélanger. Oui, c'était c'était tellement différent, en fait. Oui, je vois. Un peu comme la ville et puis la campagne. C'est ça. Oui. Et qui se côtoyaient pas trop, c'est ça? Il y a eu ce mélange grâce aux cousins. Mais ouais, c'était vraiment... Ouais, ça se côtoyait pas trop, parce qu'à l'époque, en plus, les routes étaient pas si bonnes, il nous paraissait que ça nous paraissait loin. Et puis avant la révolution tunisienne, il y avait un truc un peu méprisant des Tunisois envers le Sud. Après, il y a eu un peu une reconnaissance de la valeur des régions et tout. Mais il y a une période où c'était un peu difficile. On demandait vachement le nom de famille, Ntibenteshkoun, tu viens de... Et puis quand ils reconnaissaient que c'est un nom plutôt qui évoque un truc un peu rifi, bedoui, machin, c'était un peu dévalorisé. Voilà, c'est un travail un peu de snobisme, quoi. Ouais. Oui, mais ça, on le retrouve dans pas mal de capitales. C'est clair, c'est vrai. Ouais. Un peu les gens de la capitale snobent un peu le reste du monde. Ouais. Et bon, tu en as parlé un petit peu, mais je vais te poser quand même la question, peut-être que tu pourras compléter les artistes qui t'ont influencé. Donc, tu as parlé de Rachid Taha, tu as parlé de Cheikh Halimiti, en tout cas dans lesquels tu t'inspires aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'ont inspiré? Alors, il y a des artistes anglo-saxons qui m'ont inspiré, comme Patti Smith, qui a une pratique aussi entre la musique et la poésie, la littérature aussi, la photographie. Enfin, je la trouve vraiment inspirante. Et complexe, c'est vraiment le mot. Et puis, je sens aussi ce truc de nécessité de s'exprimer avant tout, quel que soit le médium. Tant qu'elle trouve l'endroit où ça va toucher quelque chose d'important pour elle, elle y va. Et j'aime bien cette... C'est instinctif. Ouais, et un peu radical, un truc un peu... il faut que ce soit juste, vrai. Ça, j'aime vraiment... elle m'inspire, j'essaye de suivre un peu tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle propose. Et puis après, il y a des penseuses aussi, la pensée un peu militante, intersectionnelle, comme Bell Hooks. C'est aussi des figures qui m'ont façonnée. La pensée décoloniale, la pensée féministe. Ouais. Dans les françaises et francophones, il y a Christine Delphi, Classée dominée. C'est un livre qui m'a beaucoup nourri, parce que justement c'est beaucoup sur cet entre-deux, et la question de la classe, moi, elle fait partie aussi du coup de la cartographie de ma famille, puisqu'avec mes sœurs on a été encouragés, moi du coup j'ai fait des déviations, mais un truc assez élitiste, alors qu'au final c'était pas l'environnement autour. Donc et en même temps, il y a eu des choses qui ont été faites pour. On nous a mis dans un collège assez exigeant en Tunisie, puis moi j'ai fait cette Hippocagne, mais en même temps on mettait 30 à 40 minutes du quartier où on habitait pour aller dans cet établissement. Il y avait des vrais choix de mes parents, et ça, je pense que c'était instinctif de m'habituer à passer entre différents mondes. Donc on a parlé des mondes entre la Tunisie et la France, mais aussi les mondes sociaux. Et ça, je pense que la pensée militante, elle m'a aidée aussi à comprendre les rapports de domination. Mais c'est une richesse du coup pour toi, parce que du coup tu as fréquenté un peu, comme tu parlais là, du sud de la Tunisie, des milieux ruraux, de campagne, et aussi des milieux un peu élitistes. Oui, c'est vrai. C'est une richesse parce que du coup tu connais les deux, et tu peux effectivement voir le... Oui, on peut percevoir du coup... quand il y a des rapports de domination, essayer du coup de les déjouer si on peut, parce que... Oui, du coup tu es sensible à ça. En tout cas, je suis très sensible à ça, je pense. Oui, mais en tout cas, moi je l'ai ressenti. C'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à ton travail, c'est justement ça, en tout cas la sensibilité, mais aussi... on sent que tu as quand même un regard envers... qui est sensible par rapport aux discriminations. Ça, c'est quelque chose de très important, en fait. Je pense que j'ai perçu des fois, c'est ça, dans l'intimité, de trucs que je te disais par rapport à d'où mon père venait. En plus, surtout qu'il y a ce truc où, comme je suis claire de peau, à Tunis, c'était plutôt au début valorisé. Et ça, c'est marrant, c'était un truc aussi. On m'avait fait faire des pubs quand j'étais petite en Tunisie. Et ça, en lisant France Fanon aussi, c'est quelque chose que j'ai mieux analysé, en fait, aussi. C'est ce truc à intérioriser, décoloniser. Et voilà, qui m'a révoltée un peu aussi, quoi.
Et qui est d'autant plus dans la situation, en tout cas dans le contexte actuel, j'imagine. Ah oui, régulièrement, oui, on a... On est bien servi. C'est ça. Actuellement. Et si on revient un peu à ton expression artistique par rapport à la langue, donc on voit que par rapport, si on revient à l'écriture poétique, c'est instinctivement en français, alors que la chanson, tu vas plus utiliser le mélange, en fait, l'arabe, français, parfois de l'anglais. Est-ce que c'est pareil, c'est des choix ou cette alternance des langues est-elle importante pour toi? Comment tu vis tout ça? Alors, vu que je le fais depuis le début, je pense que d'abord, il y a quelque chose effectivement d'instinctif. Mais après, comme la mélodie, c'est un langage en soi, des fois, j'essaye de faire rentrer ce qui va le mieux coller mélodiquement. Et c'est vrai que l'arabe ou l'anglais sont quelque chose qui se fond assez facilement dans la mélodie et qui la servent bien à la mélodie. Alors que des fois, une belle mélodie, si j'essaye d'y mettre un texte que je trouve magnifique en soi en français, tout d'un coup, il va la rendre un peu plus anguleuse, la mélodie. Je vais moins m'éclater à la chanter, elle va moins me traverser. Et donc, c'est comme si, en tout cas, l'arabe, a fortiori, c'est vraiment pour moi la langue mélodique. Et puis, en plus, quand on écrit des chansons, des fois, on peut répéter une même chose parce que, voilà, encore une fois, ce qu'on va rechercher, c'est aussi que ça sonne, rythmes, quoi, exactement. Et donc, naturellement, je pense que je fais plus facilement sonner en tant que chanteuse l'arabe, un petit peu l'anglais aussi, du fait de cette... culture pour le coup, pas d'ADN, mais voilà, de la culture anglo-saxonne. J'ai écouté beaucoup de rock, beaucoup de folk. Et ça a presque été plus un exercice d'arriver à faire sonner le français. C'est-à-dire que même dans Cyrus, les passages en français, c'est plus chanter-parler. Et les endroits où je m'éclate mélodiquement, c'était plus anglais et arabe. Et après, je me suis servi d'une contrainte quand j'avais été signée par Universal, Capitol, quoi, exactement, en 2017. Eux, leur brief, c'était qu'il fallait que je fasse un album avec 80% de français parce que c'est une industrie et que les radios qu'ils visaient, y a un truc de 80% de rotation francophone. D'accord. Et en fait, moi, d'un côté, j'étais ravie parce que je me suis dit, pour une fois... Ça te challengeait un peu. Ça me challengeait, puis ça faisait déjà presque 10 ans que j'étais dans le milieu de la musique et que j'avais bien compris que quand on s'appelle Nawel Benkalaïm et qu'on a grandi à Tunis, on attend de nous qu'on chante que en arabe, etc. Et ça commençait à me frustrer parce que pour le coup, toute la partie écriture francophone, francophile, etc., elle n'arrivait pas à trouver sa place. Et du coup, je me suis dit, super, je vais écrire des chansons en français. Et donc, l'EP, 7 titres par mon nom, c'est, à part quelques refrains, c'est vraiment 70% en français, chanson Mère promise. Oui. Voilà. Et du coup, ça, c'était pour moi aussi travailler à vraiment me mettre dans des mélodies que je trouvais assez belles, pas que chanter parler, enfin vraiment musicales, essayer de faire groover le français. Et puis après, j'ai continué. Après, je me suis mise en indé, mais dans l'album Délivrance, il y a Mes rêves, il y a quelques chansons complètement en français comme ça. Et depuis, j'ai vraiment plaisir à écrire des chansons en français. Mais c'est vrai que ça a été moins naturel que de chanter l'arabe. Ouais. Marrant. Alors que la poésie, c'est plus naturel d'écrire en français pour toi. Et après, si je dois dire, en tant qu'auditrice ou lectrice, j'ai beaucoup lu en français, beaucoup de poèmes nord-africains et beaucoup de poètes et d'auteurs, d'ailleurs algériens surtout, je pense que c'est ce que j'ai le plus lu, qui a le plus façonné mon imaginaire. Mais par contre, c'est vrai qu'en musique, mes parents n'avaient pas du tout de chansons françaises. J'avais une très petite culture en chansons françaises. Ils avaient un petit peu d'anglais, du John Baez, du Bob Dylan. Mais sinon, c'était que arabe, un peu anglais. Mais voilà. Peut-être ça a joué aussi, je ne sais pas. Et dans les thématiques, est-ce qu'on retrouve dans ton travail des textes qui évoqueraient peut-être de la nostalgie ou l'appartenance? Je pense notamment à une belle chanson que j'aime, Ma région. C'est ça, Ma région est sauvage. C'est des choses qui reviennent souvent ou pas spécialement? Si. Nostalgie, mélancolie, je pense que oui, c'est bien dit. Oui, je pense que j'ai peut-être beaucoup d'artistes, je sais pas. En tout cas, moi, ceux qui sont comme ça, qui viennent d'ailleurs, souvent, on a cette mélancolie, et nostalgie. Oui. Puis même quand on parlait du truc sensoriel, c'est comme s'il n'empêche que tout ce qu'on a vécu depuis les souvenirs, même dont on se souvient pas,
c'est des choses quand même très différentes. C'est pas la même lumière. Moi, quand j'arrive en Tunisie, j'ai l'impression qu'il y a une halogène qu'on a augmentée. Tout à fait. Beaucoup de lumière, de couleurs. Et puis même toutes ces sonorités. J'avais vu une vidéo. En soi, ça faisait un peu de truc touristique, mais moi, elle m'a mis les larmes aux yeux. C'était un truc qui filmait des maisons en Tunisie. Et vraiment, ce truc-là des sonorités, quoi, de Houma, tu vois. C'est vraiment un truc tellement différent, je trouve. Puis, même les voisins qui parlent à leurs enfants fort par la fenêtre, enfin, c'est tout un truc qui habite encore en nous. Ouais, c'est ça. Et qui, franchement, je pense, demande quand même une adaptation constante. On s'en rend plus compte au bout d'un moment, mais moi, je me rends compte quand j'arrive en Tunisie, quelque chose qui se relâche. Ça y est, je suis dans un terrain familier, en fait. Et je pense qu'il est familier du fait que c'est vraiment sensoriel, quoi. Bah oui, parce que les 5 sens sont hyper développés à l'enfance. Enfin, c'est ça. On capte tout. Quand on croque dans une pêche, on croque vraiment dans la pêche. Et elle n'a pas le même goût, d'ailleurs. Enfin, même la même odeur. La même, elles sont pas aussi velues ici. Enfin, franchement, tout est un peu différent. Et... Oui, du coup, donc il y a toujours ces thématiques. Il y a quand même ces thématiques. Et en tout cas, moi, je l'avais ressenti, mais je voulais quand même te poser la question de la nostalgie, la mélancolie. Et du coup, est-ce que tu penses que, justement, ton besoin de t'exprimer par l'art, par la musique, par l'écriture, et peut-être, en fait, te permet de garder le lien avec ce monde sensoriel de là-bas? Ah oui, c'est beau, ouais. Est-ce que c'est une façon de le retrouver ou de le nourrir? Sûrement, parce que quand on écrit, on est dans des états aussi qui nous reconnectent qui réveillent en fait des parties de soi. Et peut-être que la mélancolie, elle vient du fait qu'elles sont un peu endormies tout le temps. Et on est bien avec les personnes avec qui tout ça peut vivre. Et je sais pas, je pense que souvent quand on a cette double culture chez soi, les gens qui viennent chez nous, peut-être qu'ils se sentent un peu entre les deux aussi, parce que c'est les espaces où on recrée notre petit monde, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'après aussi, je sais pas, non, parce qu'il y a des couples mixtes qui marchent très bien, mais des fois, on a peut-être besoin aussi de se retrouver. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que je me demande, voilà, est-ce que du coup, ça te permet de refaire vivre tout ça et peut-être du coup, de créer cet isme que moi je perçois, quelque chose qui lie comme ça, en étant ici, tu vas avec ton art creuser un nouveau territoire qui aussi va puiser dans l'autre rive, quoi. Est-ce que tu le verrais comme ça? Oui, c'est joliment dit. Par exemple, musicalement, ça peut être dans le fait d'avoir toujours des sonorités, tu vois, comme dans ma formation, il y a de la mandole, tu vois, toujours quelque chose qui fait qu'on est en... Ouais, c'est effectivement qu'on recrée cet entre-deux. Et puis, dans l'écriture, dans l'écriture de poésie, de toute façon, c'est une écriture très sensible et sensorielle, donc c'est quelque part facile d'aller photographier ces paysages intérieurs, et comme ce qu'on disait, qu'on a toujours sous la peau ces paysages-là, donc on va retrouver ces sensations. Mais même la nouvelle que j'ai écrite, là, qui paraîtra dans quelques mois, c'était aussi des personnages où, quand j'y pense, j'ai voyagé avec eux à travers aussi des souvenirs un peu précis comme ça de Tunisie. Finalement, tout ça te permet aussi de recréer un territoire. De me connecter à lui, en tout cas, tout le temps. Ouais. C'est beau. Merci, Nawel. On arrive bientôt à la fin de cette rencontre. Est-ce que tu veux partager d'autres projets ou peut-être nous en parler un peu plus de l'écriture de cette nouvelle? Alors, c'est la première fois que j'écrivais une forme narrative. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est 2 personnages entre 2 mondes, 2 personnages empêchés. Et c'est une rencontre, c'est l'histoire d'une rencontre. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez romantique dans cette nouvelle. Et avec cette idée aussi qu'une rencontre peut avoir son importance, qu'elle peut dévier ou guérir ou redonner un second souffle. Voilà. Et tu as le projet d'un album, je crois, en 2026. Et j'ai le projet d'un album que j'ai enregistré en grande partie à Raneba il y a quelques mois. Et qui sortira en 2026. Tu as une date à peu près, une période ou pas encore? J'espère sortir des premiers titres avant 2026. Et puis peut-être au printemps 2026, l'album. Super, merci. Merci. Je vais clôturer alors notre échange avec un petit jeu, un petit portrait chinois culturel pour
continuer à mieux te connaître, mieux connaître tes goûts et tes influences. Donc je vais commencer des phrases que je t'invite à terminer. Ça te va? Oui, très bien. Jouer un petit peu. Alors, on commence. Si j'étais un livre, je serais... La discrétion. de Face Again. Si j'étais un film, je serais... On passe? Je trouve un truc. Ouais. Attends, je vais trouver juste. Si j'étais une musique, je serais Because of the Night. Si j'étais une personnalité artistique, une autre personnalité artistique. Allez, John Baez. Si j'étais un plat cuisiné, je serais... une slata mashwaya. Si j'étais une langue, je serais... L'espagnol. Et enfin, si j'étais un pays, je serais... La Turquie. C'est beau, la Turquie. J'adore aussi. Oui, non, film, j'avais... Attends, Crossing the Bridge. De l'autre côté, c'est Fatih Akin. Ouais. C'est de l'autre côté, non Je connais un documentaire de Fatih Akin, c'est Crossing the Bridge. Ah oui, je crois que c'est... Oui, c'est un très film. beau, ouais. Une histoire d'amour. Oui, c'est de l'autre côté. Kurde, ouais. Oui, je crois que c'est de l'autre côté. Non, Hedon, non? Mon Dieu. On cherchera. Je crois que c'est Hedon. Fatih Akin, c'est bien. Oui, Fatih Akin, j'aime beaucoup également. J'ai eu des enfants en bas âge, je vais plus beaucoup au cinéma. Et on perd quelques neurones aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Nawel, d'avoir accepté mon invitation pour ce moment d'échange. C'était vraiment chouette, en tout cas, de t'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, Nawel. Et à très bientôt dans ISM. Merci. Ces partages sont précieux. Ils permettent de tisser des ponts entre les cultures, les langues et les mémoires. Ici, on croit que l'art est un lieu de rencontre, que le métissage culturel est une richesse et que nos différences sont une force créative. Continuons à écouter, à nourrir notre curiosité et à aller éternellement à la rencontre. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous ou à laisser quelques mots. C'est ce qui fait vivre ce podcast. À très bientôt dans ISM. Merci.